Marche, oui. Donc Frédéric Cuvillier, Jean-Christophe Cambadélis, Hélène Geoffroy. C'est bon? J'ai oublié personne, Stéphane? Non? Eh bien c'est parfait. D'abord, Stéphane, merci d'avoir pris cette initiative. Un 16 juillet, une salle chaude, montre qu'effectivement il y a une attente forte. Donc avec plusieurs autres amis et camarades présents dans la salle, tu nous as demandé pour cette première table ronde de répondre à une question simple au fond. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire comment est-ce qu'on est arrivé à ce point à perdre le contact avec les classes populaires françaises. Donc à une question simple, on va essayer peut-être pas d'avoir des réponses simples parce que là, c'est forcément un faisceau de réponses qui vont devoir être abordées. C'est, comme on dit, multifactoriel. En tout cas, on a la chance d'avoir, pour cette première table ronde, des responsables de premier plan que je n'ai pas besoin de présenter. Vous les connaissez tous, à commencer par notre ancien premier secrétaire, mais également des grands élus de la République et qui interviendront aussi dans la deuxième table ronde, qui ont eu des fonctions ministérielles importantes, qui sont toujours élus. Et donc ce sont des témoignages qui sont précieux parce que c'est pas seulement un exercice théorique auquel on va se livrer devant vous, mais c'est aussi une réflexion, je dirais, de praticien. Et donc ensuite, on engagera bien évidemment, parce que c'était le souhait à juste titre de Stéphane, qu'on puisse rapidement dialoguer avec vous. Donc moi je suis là, modestement, je ne suis pas élu, j'ai fait une tentative malheureusement qui n'a pas débouché, donc, mais j'ai au moins cette expérience d'une candidature et d'une campagne, ce qui est toujours très enrichissant. Mais il se trouve que depuis 2 ans, avec une équipe de bénévoles, enseignants, associatifs, personnalités de gauche pour la plupart d'entre eux dans un spectre très, très large, on s'est emparé de cette initiative avortée qui a été conduite par le gouvernement d'Emmanuel Macron au moment du grand débat national, de redonner ou de donner la parole aux Français à travers une opération qui a d'abord été, il faut le rappeler dans la genèse de l'histoire, une opération décidée par les maires eux-mêmes, avant même que Emmanuel Macron n'ouvre son grand débat national. Donc 2 mois avant l'ouverture en janvier 2019 du grand débat national, les maires de France, et notamment les maires de communes rurales, avaient pris cette initiative pour calmer le jeu et pour, parce qu'ils le sentaient là où ils étaient, renouer un dialogue citoyen à un moment où les choses pouvaient donner le sentiment de déraper avec la partie, la queue de comète un peu violente du mouvement des Gilets jaunes. Grande annonce, tout sera mis en ligne, tout sera rendu public, tout sera analysé, nous donnerons des moyens à la communauté des chercheurs pour savoir ce qui se passe dans notre pays et ce que les Français ont à dire de leur situation et quelles sont leurs propositions. Au jour où je vous parle, donc post-pandémie aussi, bon, il faut reconnaître que la situation n'a pas été simple, ces doléances sont toujours dans les archives départementales des 100 départements de France. Elles sont accessibles si vous en faites la demande, mais département par département. Vous imaginez bien que personne aujourd'hui n'est en capacité, aucun chercheur, de faire cet exercice. Donc la mise en ligne attend toujours. Aux dernières nouvelles, des instructions ont été données suite à l'initiative qu'on a prise avec donc c'est un réseau de bénévoles, de chercheurs qu'on a appelé « Rendez les doléances ». Elles vont être progressivement mises en ligne, bon, attendons de voir, et des moyens pourraient être aussi alloués à la recherche. En attendant, nous avons été les premiers à produire un document qui est modeste, qui est un ouvrage publié chez Jean-Claude Lattès, qui est à la fois un hommage à ces citoyens, à nos compatriotes qui ont pris la peine de se déplacer en mairie et de dire à la fois sous la forme parfois très poignante de témoignages personnels ce qu'ils vivent, les obstacles qu'ils rencontrent sur le chemin quotidien de leur vie, mais aussi leurs espoirs, leur vision de la France, du monde. Et c'est très instructif. Ce sont 500 000 pages, un demi-million de pages qui ont été noircies par nos compatriotes. Ça serait un crime politique de laisser ça en jachère et de ne pas l'utiliser comme un matériau vivant, quitte à ce que, bien sûr, ensuite, il soit complété par d'autres recherches. Et dans un parti qui, aujourd'hui, se cherche, il nous paraissait essentiel de partir d'une donnée brute qui existe déjà. Donc, je vais très vite et ensuite passer la parole aux autres panélistes. Qu'est-ce qu'on a trouvé, au fond, dans ces doléances ?
Donc il faut écho, je n'ai pas besoin de vous faire de grands dessins, aux doléances de 1789. Donc c'est dire l'état aussi dans lequel était le pays au moment où cette initiative a été prise. L'association des maires ruraux de France, la MRF, l'a résumé dans la seule synthèse qui existe à ce jour, qui fait quelques pages, par un mot: j'existe. Au fond, le dénominateur commun de tous ces gens qui ont pris la peine de parler, c'est de rappeler, ça paraît un peu fou, simplement leur existence. Ces 22 millions de Français qui vivent, pour une très grande partie d'entre eux, dans la ruralité, ont pris la parole. C'est vrai que sur nos 36 000 communes, il y en a la moitié, très exactement, qui ont vu ouvrir ces cahiers de doléances, et c'est pour l'essentiel les communes rurales. Ça n'est pas du tout insignifiant et inintéressant par rapport à la question qu'on se pose aujourd'hui, comment renouer avec le contact, parce qu'une partie de l'électorat populaire de gauche que nous avons perdu est là. Ça fait peut-être pas une majorité de Français, ça fait quand même du monde. Une chose est sûre, la parole de la gauche, à l'heure actuelle, est très peu audible. Bon, vous le savez, ce qui s'est passé aux dernières élections, sur 36 000 communes, le Rassemblement national est arrivé en tête dans 20 000 communes, et dans une très grande partie d'entre elles, il s'agit de communes rurales. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces cahiers de doléances? 3 grands blocs autour de cette question de l'existence. Ce que Rosan Vallon explique quand il dit qu'il faut décrypter la boîte noire du ressenti individuel. Les grandes théories, c'est bien, mais il faut écouter aussi le grain de la voix de ces gens qui s'expriment. Et il y a d'abord un besoin d'être reconnus dans leur existence banale, quotidienne, ce qu'ils vivent. Ils aimeraient bien que les élus à Paris s'en emparent également. Donc il y a 3 grands blocs, si vous voulez. Le premier, c'est indéniablement autour du pouvoir d'achat. Mais ne confondons pas les choses. Il ne s'agit pas du pouvoir d'achat uniquement dans le sens remplir son caddie. Il s'agit, comme l'a très bien rappelé Laurent Berger et toutes les associations de lutte contre la précarité dans leur mouvement, il s'agit du pouvoir de vivre en réalité. C'est ça, le premier bloc, et qui est très très connecté à la question de la dignité humaine. Une vie est digne et peut être vécue lorsque vous pouvez arbitrer vos différents postes de dépenses. Et pas seulement remplir le caddie, mais aussi en fonction des contraintes, du loyer, du fioul, tous ces thèmes liés au pouvoir d'achat qu'on évoque matin, midi et soir maintenant, qui restreignent jour après jour la marge de manœuvre de nos concitoyens, qui ne peuvent plus choisir de partir en vacances, qui ne peuvent plus choisir de payer des études à leurs enfants ou à leurs petits-enfants dans la métropole universitaire, qui ne peuvent plus se soigner correctement. Et donc ces choix restreignent petit à petit la vie et la dignité. Donc ça, c'est vraiment le premier bloc, mais pouvoir d'achat au sens pouvoir de vivre. Le deuxième bloc, et là pour moi ça a été un étonnement de voir la puissance des revendications autour de l'injustice fiscale. Et là vous retrouvez, texto, des doléances de 1789 sur, alors aujourd'hui ça s'appelle la TVA sur les matières de première nécessité, autrefois ça s'appelait l'impôt sur le sel ou la gabelle, ce que vous voulez, mais on ressent exactement aujourd'hui le même niveau de souffrance par rapport à quelque chose qui, dans l'esprit de nos concitoyens, devrait être proche de zéro en termes de TVA. La grande surprise, c'est de voir que il n'y a pas à ce stade de début de quelque chose qui pourrait ressembler à de la désobéissance fiscale. Mais on n'en est pas très loin. Parce que, et on reprend ce qui a été dit à l'instant sur les services publics, en réalité, la tolérance à l'impôt, elle est directement corrélée à ce que vous avez pour votre argent, si je dis les choses de manière triviale. Et ça, c'est un des éléments que l'on voit de plus en plus, enfin que l'on voit beaucoup dans les doléances. Je ne vais pas ne pas payer mes impôts, mais néanmoins, je me pose la question de savoir si ça a toujours du sens, ou est-ce que je suis toujours citoyen dans le cadre d'un pacte qui verrait que mes impôts seraient en partie utilisés aussi pour moi. Donc, ce deuxième bloc, alors, les propositions qui sont faites, il y en a certaines qui sont très radicales. C'est une remise en question de l'impôt tel qu'il existe aujourd'hui, avec retour à l'ISF. Ça, c'est quelque chose que l'on voit dans l'ensemble des doléances. Vous avez aussi pas mal de doléances qui s'attaquent à la question des super profits, de l'évasion fiscale des multinationales qui ne paient pas leurs impôts en France. Donc ça, bien avant tout ce qu'on a entendu ces derniers temps. Donc c'était déjà présent dans les doléances. Et le troisième bloc qui se dégage de ça, et qui est au fond la conséquence directe de ces deux constats, c'est que au fond, il va falloir reprendre la bride très courte aux responsables politiques qui n'entendent pas
cette revendication profonde. Et reprendre l'abri de course, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on veut des gens qui soient comme nous, qui nous ressemblent, qui partagent notre quotidien, qui savent d'où on vient, qui nous connaissent, remise en cause de tous les échelons institutionnels politiques, à l'exception des maires, qui restent le seul élément de le fonctionnement d'une démocratie de proximité qui rassure. Les régions, c'est plus compliqué. Vous avez beaucoup de critiques qui sont faites sur notamment les très grandes régions qui ont eu donné le sentiment de l'éloignement encore plus des centres névralgiques de pouvoir. Beaucoup de critiques sur le millefeuille territorial, et notamment les communautés de communes ou certaines agglos, certaines métropoles, qui donnent le sentiment, là encore, d'éloigner les centres de décision du citoyen. Du coup, tout ce que les gens vont proposer dans ces doléances, c'est des choses dont on parle maintenant, là encore, matin, midi et soir, c'est plus de démocratie directe, plus de consultation locale, un deuxième acte de la décentralisation, qui irait plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, également le scrutin proportionnel, et le recours à des formes de votation qui impliquent davantage les citoyens. Rien de révolutionnaire en soi. Il n'y a pas non plus de demande de renverser l'échiquier. Je n'ai pas vu dans les doléances de propositions de sixième République ou d'une Assemblée constituante. En revanche, les gens veulent ne plus être appelés simplement une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans ou tous les 7 ans, mais être régulièrement investis de ce pouvoir de définir ce qui leur paraît, là où ils sont, essentiel en termes d'initiative. Je vais conclure rapidement sur une chose qui est une bonne nouvelle pour le fonctionnement de nos institutions et la démocratie française, c'est que ce qui domine dans l'ensemble des thématiques, au fond, c'est la volonté de faire, la volonté d'être consulté, la volonté de prendre en charge aussi une partie des affaires publiques là où on est. Ce qui veut dire que la démocratie française n'est pas du tout dévitalisée. Mais nos compatriotes ont le sentiment aujourd'hui d'être face à un mur, et aujourd'hui, ils ont tendance à prendre un raccourci, se dire, bon, puisque ceux qui ont exercé le pouvoir, dont nous-mêmes, n'avons pas été suffisamment à l'écoute de cette demande, essayons ceux qui nous disent qu'à travers des formes de radicalité, qu'elles soient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, pourraient éventuellement... D'ailleurs, un seul élément qui me paraît intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit Mélenchon ou que ce soit le Rassemblement national, il s'est passé quelque chose en termes en tout cas de représentation, de faire sortir des gens qui étaient extrêmement proches, presque dans une démocratie représentative presque idéale, des gens qui sont extraits ou qui viennent directement des milieux les plus populaires et dont on n'imaginait pas qu'un jour ces gens-là puissent siéger à l'Assemblée. Et le Parti socialiste apparaît, c'est vrai, beaucoup comme un parti de gens qui ont tous à peu près des profils similaires, qui ont fait des études, qui sont plutôt métropolitains, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît central dans notre réflexion si on veut arriver à renouer une forme de lien. Voilà, je m'arrête là, je pense qu'on abordera tous les autres sujets. Je vais peut-être poser la même question en commençant par Jean-Christophe, pour que tu nous dises, toi, avec le recul de ton expérience, qu'est-ce qui n'aurait pas été fait, qu'est-ce qui aurait été mal fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renouer ce lien? Vous avez 3 heures. Bien, bonjour, et d'abord merci à Stéphane d'avoir pris cette initiative, parce que je crois que nous avons besoin d'échanger, de réfléchir, de proposer, d'une manière... j'allais dire décontracté, mais d'une manière approfondie et sans préjugés. La gauche en a besoin, mais le pays tout autant. Nous n'étions pas très nombreux le soir du premier tour de l'élection législative à dire que dans le résultat des élections de ce premier tour, il y avait le succès du Rassemblement national. Stéphane l'a dit sur France 2, contredit par d'éminents politologues et spécialistes des sondages qui voyaient encore la victoire de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pu le dire sur d'autres plateaux. C'était clair. On ne peut pas penser qu'une formation politique qui a été au deuxième tour
de l'élection présidentielle en faisant un bond en termes de votants, on ne peut pas penser qu'elle ne se retrouve pas aux élections législatives. Et dans le premier tour, c'était particulièrement clair. Et moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que ce premier débat est essentiel, c'est que l'extrême droite française est aux portes du pouvoir. Pour 3 raisons. La première, parce que ils ont 90 députés. Nous savons ce que ça veut dire que d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale avec les moyens que cela donne, les possibilités d'intervention. 90 parlementaires sur une orientation, je vous demande de le remarquer, qui n'est pas une orientation populiste classique, mais qui est un facteur d'ordre dans le désordre de la société française, sur tous les sujets, y compris au sein de l'Assemblée nationale. Donc d'un seul coup, dans tout le désordre, le facteur d'ordre serait l'extrême droite. Calme, bien habillé, ne faisant pas le chahut, répondant aux questions et ne débordant pas le cadre parlementaire qui est le leur. Ça, c'est une attitude. Chaque mouvement d'extrême droite, quand il a voulu conquérir le pouvoir, et regardez comment ça se passe dans les pays d'Europe centrale, chaque mouvement s'est adapté aux conditions politiques du moment. Il s'y adapte. Deuxième raison, elle est très simple, c'est que face à l'éparpillement des forces politiques, l'archépilisation, dit-on, et l'hétérogénéité de celle-ci, c'est un bloc compact et malheureusement pour nous appuyé dans des quartiers populaires, dans des anciens bastions ouvriers, dans des situations qui viennent d'être décrites dans une France profonde qui hier nous faisait confiance. Et ça donne une position de force. Réfléchissez 30 secondes. Demain, le président de la République a tendu un piège au Parlement. Soit vous êtes dans la coalition avec moi, soit vous êtes dans le blocage, et à ce moment-là, je vais dissoudre. S'il dissout, dans les conditions actuelles, avec la chute de 2 personnalités dans les sondages, le président de la République et Jean-Luc Mélenchon, et la montée de Marine Le Pen, vous avez le résultat des élections législatives s'il y a dissolution. Parce que comme il vient d'être dit, vu devant l'ensemble des exigences des Français, qui convergent partout, mais de ce besoin d'être reconnus, d'être acceptés, d'être acteurs de notre société, eh bien, à un moment donné, c'est arrivé d'autres fois dans l'histoire, on tente ceux qui sont là, qui ont l'air d'être facteurs d'ordre et qui ont l'air d'avoir des réponses à nos propres problèmes. Enfin, troisième raison, c'est que, elle est double cette troisième raison. Au tout début de cette histoire de l'extrême droite, le pape, l'idéologue de l'extrême droite française, Alain de Benoît, disait « La nouvelle droite, sous-entendez l'extrême droite, sera en capacité de prendre le pouvoir le jour où les 3 I seront majoritaires dans le pays. » Quels étaient ces 3 I? La question de l'immigration, la question de l'insécurité et la question de l'identité. Si on suit cet idéologue, les conditions sont réunies sur le plan idéologique et politique. Et on sait que les combats culturels, nous en savons quelque chose, sont extrêmement importants. Et la deuxième raison, c'est celle qui nous rassemble, c'est que la France souffre, les Français souffrent, et ils vont s'ouvrir plus encore. Car nous sommes dans une tenaille épouvantable. Notre pays est dans une tenaille épouvantable. D'un côté, nous avons le renchéissement du prix de l'énergie, de l'inflation, et de l'autre côté, les déficits qui minent les marges de manœuvre pour faire face à ce premier et deuxième problème. On ne pourra pas financer les situations difficiles dans ces villes, dans ces régions, parce que demain, tous les maires qui sont ici, les présidents de collectivités locales le savent, ils vont devoir faire face à des choix, parce que
ils ont une marge de manœuvre budgétaire qui est de plus en plus réduite, et le président de la République veut financer sa politique sur la question des salaires en demandant aux collectivités locales de payer un peu plus 1 milliard à trouver. Mais cela veut dire qu'on va avoir des coupes sombres dans les programmes sociaux. Donc, vous voyez bien qu'il y a à la fois des conditions idéologiques et des conditions sociales qui permettraient à cette extrême droite de l'emporter. Et face à cela, eh bien, il n'y a rien. Parce que le problème de la gauche, c'est quand même formidable. C'est que face à la radicalité de l'extrême droite, on propose la radicalité de l'extrême gauche. Mais dans un pays qui est à 70% entre la droite et l'extrême droite contre la gauche, comment voulez-vous, en étant radical alors que le pays va à droite, comment voulez-vous, en étant radical à gauche, réussir à convaincre l'ensemble du pays? Seul un centre-gauche, pour parler comme les politologues, responsable, social-démocrate, républicain, écologiste, et je dis ça devant Stéphane, qui a beaucoup travaillé sur cette question, seule une gauche qui soit en capacité de candidater à l'avenir du pays peut l'emporter et bloquer le Rassemblement national. Parce que je terminerai sur un mot, tout ce que nous voyons, c'est que la moitié du paysage politique. Parce qu'il y a 53% des Français qui ne votent plus ou qui ne votent pas. C'est à eux qu'il faut parler. Parce que ces 53%, ils n'ont pas été vers la NUP ou ils n'ont pas été vers LFI. Ils se sont abstenus, donc ils ne voient pas, y compris chez eux. On se gargarise en nous disant qu'en Seine-Saint-Denis, il y a 11 députés de LFI. Mais il y a combien de participations? C'est la plus faible de France. Ça veut dire que les quartiers dont on nous parle, ça veut dire que les salariés dont on nous parle, ils ne sont pas descendus voter. Et donc c'est à eux qu'il faut parler. Et pour cela, il faut travailler au fond, il faut avoir une offre politique en direction des quartiers, ma chère Hélène, ou en direction de la France dite périphérique, même si j'aime pas ce terme, eh bien il faut avoir une offre populaire. C'est pour ça que la social-démocratie ne peut pas être la social-démocratie d'hier. Il faut inventer une nouvelle social-démocratie qui parle au pays tel qu'il est aujourd'hui. Nous ne sommes pas sous la Troisième République, encore moins sous la Quatrième. Il faut prendre l'hétérogénéité de notre société et être capable de donner des réponses qui permettent le vivre ensemble et faire en sorte, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, qu'il y ait une croissance qui permette de faire face aux difficultés économiques et géopolitiques. Merci. Merci beaucoup Jean-Christophe. Hélène, là où tu es, comment est-ce qu'on renoue avec le peuple de France? Voilà une question qui en réalité va être l'enjeu de tout notre débat. Excusez-moi, j'ai perdu un peu ma voix, mais j'espère que vous me comprendrez clairement. À mon tour, moi aussi, je remercie vraiment Stéphane d'avoir organisé ce temps de rencontre, parce que tout simplement, cela fait du bien de se retrouver ensemble à débattre du fond. Les derniers moments où nous avons été dans un débat, ça a été extrêmement douloureux. Excusez-moi de faire juste une incise partisane, et je reviens au quartier populaire. Ce ont été les 2 derniers conseils nationaux du Parti socialiste qui ont été pour nombre d'entre nous d'une violence rare, parce que ça a été le moment des reniements, où un certain nombre de reniements ont été actés. Et c'est pour ça que ça fait du bien de se dire qu'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler le fond et une forme de crédibilité pour retrouver les Françaises et les Français. Et je dis d'autant plus qu'effectivement, je suis maire de Vaux-en-Velin, donc une ville éminemment populaire et dans laquelle les taux d'abstention aux élections ont été aux législatives de 70%, bien que le candidat était
NUP-LFI. Et donc, normalement, selon l'analyse faite par le premier secrétaire du Parti socialiste, nous aurions dû avoir un élan et un enthousiasme. La réalité, c'est que nous avons été dans les taux d'abstention d'il y a 5 ans déjà aux précédentes législatives, et pour lesquelles c'était finalement candidat marcheur qui est arrivé en tête. Et donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'y a pas eu d'électorat supplémentaire mobilisé et donc pas d'espoir supplémentaire donné. Et ce que je dis pour ma ville de Vanvelin, c'est l'analyse que nous avons faite à l'échelle de toutes nos banlieues de France. Jean-Christophe parlait tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes dans des scores entre 65 et 80% d'abstention dans tous nos quartiers populaires à ces élections législatives. Et si vous avez chez vous des villes ou des quartiers plus populaires, vous vous rendrez compte que vous êtes dans cette fourchette-là. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des habitants de notre pays qui ont en réalité décroché de l'exercice démocratique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de politique. Nous avons tous des débats très vivants et un suivi de l'actualité politique. Mais un décrochage qui s'est vu, et je nuancerai ce qui a été dit sur le fait que les maires restent, certes, nous restons encore les plus appréciés. Mais malgré tout, lorsqu'on regarde les dernières élections municipales, même celles-là ont été boudées par les Françaises et les Français, y compris dans nos quartiers populaires, mais au niveau national, alors même que les maires ont montré en 2020 leur importance. Tout le monde a vu les maires se démener, en train de chercher des masques, du gel hydroalcoolique, en train d'essayer de trouver des solutions. Nous étions au plus fort du confinement, et chacun pourtant interpellé à aller porter des repas aux personnes isolées. Bref, tous les maires ont fait ça à peu près, quelle que soit leur étiquette politique. Et malgré cela, premier et deuxième tour, et au deuxième tour en particulier au mois de juillet, les électeurs ne sont pas venus de façon déterminée. Et donc, moi, là, au moment où nous en sommes, je suis dans une gravité et dans un moment de gravité extrême, parce que nous ne pouvons pas dire non plus que les élus locaux que nous sommes en général, ce qui est un peu différent souvent des élus nationaux, mais que les élus locaux soient en décrochage, ils sont issus le plus souvent aussi de la population. Et donc, ce qui est en train d'être théorisé, me semble-t-il, c'est une forme d'impuissance de l'action publique et d'impuissance à répondre aux questionnements et aux difficultés. Vous disiez dans le débat, dans le grand débat, et on l'a vu aussi, parce que j'ai mes cahiers de doléances comme les autres maires, la notion d'injustice. Et le sujet, je crois, qui est revenu le plus souvent, corrélé avec une grande inquiétude, notamment dans les villes où il y a, qui sont très jeunes, une grande inquiétude pour l'avenir des jeunes, inquiétude qui s'aggrave après chaque moment de Parcoursup. Je le dis parce qu'on y est en ce moment et que je reçois des parents en nombre sur un sujet sur lequel je n'ai pas aujourd'hui de compétences en tant que mère, mais c'est le désarroi des parents que j'ai à un moment où, dans nos villes, l'injustice et la différence se fait encore plus marquée. Et donc, cette notion, ce marqueur qui pour moi est le plus, sur lequel nous devons agir, est d'abord celui de ce sentiment d'injustice, injustice par les fiscales, et plus que ça, le sentiment que les droits que nous avions, pour lesquels nous avons combattu à gauche, ces fameux droits, ces droits sociaux, ce droit d'aller à l'école et de pouvoir aller dans une école gratuite, laïque, qui permettent de réussir, et qui permettent l'émancipation, tout cela aujourd'hui est interrogé par les habitants à qui l'on ne peut plus dire que c'est vrai que tout fonctionne. Parce que c'est peut-être la deuxième difficulté pour nous, la gauche, c'est que pendant longtemps, nous avons pu dire peut-être que ce sont des sentiments, il y a longtemps, ça fait maintenant un moment que nous ne parlons plus de ça pour les questions de sécurité, mais aussi nous avons dit, oui, l'école permet d'aller le plus loin possible. Et pourtant, dans les quartiers populaires, les habitants de nos villes voyaient bien que l'école était en difficulté et payaient parfois l'école privée. Dans le même temps, nous disions, mais oui, l'école fonctionne. Nous avons dit, nous sommes capables de traiter les questions de sécurité. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets majeurs de difficulté dans nos villes populaires, dans nos agglomérations, et même dans le monde rural, quand je travaille quand j'ai dans les réunions avec les associations de maires. Et puis le dernier point, pour ne pas être
trop long, c'est cette crise d'identité dont a parlé aussi Christophe et dont parlaient les Français. C'est une espèce de quête d'identité quasi obsessionnelle, me semble-t-il, dans laquelle le pays est rentré. Obsessionnel, ce n'est pas très positif, parce que moi je pense que c'est important évidemment que nous ayons tous au clair nos racines, mais ce n'est pas un sujet, paradoxalement on aurait pensé que c'est un sujet des quartiers populaires avec l'histoire diverse des habitants. En fait c'est une histoire de toute la France avec parfois un sentiment de eux et nous qui s'est ancré sur lequel le Rassemblement national aujourd'hui est en train de prospérer. Mais la nouveauté aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le Parti socialiste et l'accord dans lequel il est rentré, c'est que désormais, nous aussi à gauche, cette gauche social-démocrate, nous avons finalement décidé d'abandonner aussi, ou en tout cas de l'affaiblir, le principe d'universalisme, celui qui est le combat de toute la gauche contre les déterminismes sociaux, contre les identités qui séparent et qui fragmentent. Cela, nous venons de l'abandonner avec cette élection législative, ce combat, en laissant là aussi les Français entre deux injonctions, je l'ai dit tout au long de cette campagne, et soit l'injonction d'extrême droite sur les questions de pureté identitaire, soit l'injonction d'extrême gauche, où là aussi on essentialise les Françaises et les Français en les ramenant finalement à des couleurs de peau, des religions, etc. Là où il ne s'agit pas de nier évidemment, ni les discriminations, ni les histoires personnelles, mais de trouver les façons de nous rassembler. Et donc il me semble qu'il nous faut, très là, pouvoir dans le débat que nous commençons, traiter tous ces sujets, la rupture démocratique dans laquelle nous sommes avec les habitants qui pensent que nous sommes dans de l'impuissance. La question des droits sur lesquels nous devons retravailler pour sortir de l'opposition entre ceux qui sont les plus en difficulté, ceux qui sont le mien. Vous le savez tous combien ce sont des débats encore plus difficiles dans le monde où il y a de la précarité. Enfin, le débat sur qui nous sommes et est-ce que nous sommes capables de faire un pays ensemble. Et ça, c'est des sujets qu'il faut aborder et ne pas se laisser enfermer, me semble-t-il, dans les anathèmes de l'extrême gauche qui quand même fonctionnent par anathème et de façon incantatoire, et puis dans les obsessions de l'extrême droite qui fracturent le pays depuis longtemps. Merci beaucoup Hélène. Marie-Arlette, j'ai vu que tu opinais quand on parlait d'universalisme. Non mais tu m'avais oublié. Tu m'avais oublié tout simplement, quoi. Mais c'est pas très grave. Mes chers amis, mes chers camarades, je voulais vous dire qu'on ne doit pas en douter. La gauche, c'est nous. La gauche, elle est ici dans cette salle, très nombreux, et elle est aussi en visio, très nombreux. Et nous continuerons à nous opposer, comme nous l'avons toujours fait, à la politique néolibérale d'Emmanuel Macron, à nous opposer à la retraite à 65 ans, au RSA sous condition, ce qui m'exaspère particulièrement, et sûrement à une réforme extrêmement brutale de l'assurance chômage. Je voulais vous dire ici que nous n'avons renoncé à rien. Je dis ça parce qu'il y a une petite musique qui m'agace particulièrement. Nous n'avons renoncé à rien, sauf que quand on fait une analyse de la situation aujourd'hui, et Stéphane l'a fait dans l'article récent, l'interview récent, on voit bien qu'on assiste pratiquement à la fin, petit à petit, on va vivre ça à la fin du macronisme, et que c'est l'après qu'il faut qu'on prépare, et que notre prochain adversaire, effectivement, vous le disiez, ça sera l'extrême droite. Oui, le grand gagnant des élections législatives, c'est bien le RN. Le groupe, aujourd'hui, avec 89 députés, ne se contente plus de strapontin. Il ne se contentera plus non plus de positions périphériques sur le fond. Et finalement, la majorité toute relative de Emmanuel Macron le sert parce qu'il va y avoir l'ouverture d'espaces de négociation dans lesquels ils vont peut-être ici ou là jouer un rôle. Désormais, ils vont pouvoir s'enraciner avec les circonscriptions qu'ils ont gagnées. Vous n'avez qu'à regarder dans l'ensemble de nos territoires, ils vont être présents. On pourrait regarder en France ce que ça peut représenter. Et croyez-moi, ils vont avoir une vraie assise financière, ce que vous avez bien compris que le Parti socialiste n'a plus. Et en même temps, ils vont pouvoir se dégager des emprunts russes sur lesquels on les a beaucoup attaqués. Donc, ils sont dans une situation, je crois que ce succès n'est pas conjoncturel. Vous l'avez dit d'ailleurs, hein, il faut prendre
acte de cette situation, mais très sérieusement. C'est plus un vote protestataire, c'est un vote qui touche toutes les catégories sociales aujourd'hui. Et tu l'as dit, Jean-Christophe, il n'y a qu'à voir le profil des nouveaux députés. Hein. C'est Sciences Po, prof d'histoire géo, plutôt chef d'entreprise. Enfin, globalement, c'est un profil assez proche de la droite classique. Alors, il est vrai que la fille a fait évoluer son parti. On fait plus trop de provocations, sauf qu'il y en a qui se lâchent quand même, mais on fait plus trop de provocations. Elle dit même qu'elle est gaulliste. Alors, c'est pas gratuit, hein. Elle dit qu'elle est gaulliste parce qu'elle attend un retour sur investissement. Ça veut dire que cette mutation va lui permettre de débaucher au fur et à mesure les LR. Ça n'a pas fonctionné à la présidence de la commission des affaires des finances de l'Assemblée nationale, mais à charge de revanche, ce n'est qu'une partie remise. Et je me demande si globalement, le RN ne se dissout pas dans une société qui finalement se droitise et du coup nous apparaît moins dangereux à beaucoup de nos collègues, de nos concitoyens. On a l'impression qu'il y a, dans la droitisation générale de la société, le RN se dissout et n'apparaît pas aussi virulent. Donc moi je crois comme toi, Jean-Christophe, que nous sommes engagés sur une pente fatale et que d'élection en élection, on s'accoutume finalement de plus en plus à ce que l'extrême droite soit présente. Et tu as raison, le prochain séisme qui nous tomberait sur le coin de la figure, ce serait l'arrivée de l'extrême droite à la tête de la France. Ça semblait improbable. Et c'est tout à fait possible. Alors jusqu'alors, on avait évoqué, on réagissait avec une recette électorale. Recette, c'est pas gentil parce que c'est le Front républicain. C'est pas gentil parce que c'est faux. Il y avait aussi derrière ça le respect des valeurs de la République. Mais aujourd'hui, cette stratégie s'est effilochée. On voit bien qu'au fil des élections, d'abord, et puis lors des dernières élections législatives, il va falloir qu'on trouve autre chose. Emmanuel Macron a été aussi très actif dans le fait de faire disparaître cette barrière sanitaire, puisqu'il a fait disparaître les partis politiques structurés qui finalement répondaient. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle protection sanitaire aussi est-ce que l'on peut mettre en place pour protéger la démocratie française? Quelle protection sanitaire? Comment on peut remplacer ce front républicain? Moi, je n'ai pas de réponse sur le plan tactique. Je pense qu'il faut reprendre le combat des idées. Je vais y revenir très rapidement. Mais en tout cas, si je n'ai pas de réponse, je sais par contre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec les appels au 4e tour dans la rue, tel que le propose Jean-Luc Mélenchon sur son blog. Nous ne sommes pas les assaillants du Capitole. Nous ne pouvons pas continuer non plus à faire un procès en illégitimité à ce gouvernement. Il est légitime, même si sa politique et ses projets ne sont pas actés par les Français, et nous allons continuer à les combattre, je le redis. Mais le processus électoral a eu lieu, et c'est ainsi la République. Voilà. Et après, alors excusez-moi, je suis un peu... Vous vous rendez compte que penser de ces applaudissements face à face, de chaque côté de l'Assemblée nationale, comme se répondant RN et NUPES. C'est un de mes collègues du Sénat, il se reconnaîtra, a dit que ça donnait la nausée. Mais c'est vrai. Mais non seulement ça donne la nausée, mais en plus ça légitimise plus encore, ça normalise plus encore le RN. Cette attitude ne produit rien, ne constitue absolument pas un rempart sanitaire pour la démocratie française. Et de plus, elle discrédite la gauche. Elle discrédite la gauche. Donc nous aussi. Voilà à quoi mènent nos renoncements et notre alignement derrière la France insoumise dans la NUPES. Alors nous devons, en tant que sénateurs, inciter nos collègues à sortir de ce piège dans lequel on peut aussi rentrer. On n'est pas du tout dans la même configuration, mais la solidarité avec nos collègues de l'Assemblée nationale peut nous amener à suivre cette courbe. Nous allons voir au cas par cas comment nous allons y travailler. Mais en tant que citoyens et en tant que militants, on va voir plus loin les choses. Et je crois que la question qui a été posée lors de cette table ronde, c'est effectivement comment renouer avec tous ceux qui finalement se sont détournés de nous. Tu parlais, est très important parmi les abstentionnistes, je le pense. Comment parler à nouveau aux classes insécurisées dont parle Stéphane. Moi, je crois qu'il faut parler d'abord aux familles dans un monde particulièrement angoissant. Elles ont besoin de protection. Excusez-moi, elles ont besoin d'ordre dans un monde en désordre. Et je pense que ça appelle aussi à la responsabilité et au sérieux des responsables politiques. Il faut parler aux jeunes.
auxquels il faudra faire des propositions pour les sortir de la précarité. Moi, j'ai défendu avec d'autres sénateurs ici présents le RSA jeune. Alors, j'ai entendu, c'est de l'assistanat. Eh bien, moi, je vous le dis, tant pis, ça va vous déplaire. Je suis pour l'assistanat en direction des plus précaires. Ben oui, quitte à les sortir, parce qu'il faut les sortir, comme tu disais tout à l'heure, pour leur donner le pouvoir de vie, un pouvoir de vie. Voilà, et je pense qu'il faut retravailler la proposition de Stéphane sur le capital à la naissance pour éviter les disparités. On peut aussi travailler sur des propositions qui permettraient aux jeunes de suivre leur parcours scolaire, etc. Nous avons besoin de sortir des mesures fortes, qui soient comprises par les Français, qui soient comprises particulièrement par les jeunes, et qui en même temps nous identifient à quelque chose. Dans ce moment où nous sommes, où on a complètement disparu de la vie, enfin, nos positions n'existent plus, où on s'efface de jour en jour, je ne sais pas si on peut aller plus loin, on a besoin d'être identifié. Alors, je sais que ce n'est pas suffisant, que notre réflexion ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas uniquement être des mesures que l'on proposerait les unes derrière les autres. Je crois qu'une grande partie de ce qui se passe, c'est que la pensée, et vous l'avez dit tous les deux, et toi aussi dans ton introduction, la pensée d'une gauche réformatrice européenne s'est peu à peu affaiblie, et c'est ça qui permettra à la révolution nationale, comme on le disait, à s'épanouir dans notre pays. Cette hypothèse, je sais, elle nous révulse tous. C'est pour ça que c'est sur ces questions-là que nous ne devons pas laisser grignoter nos valeurs. Nos valeurs, c'est quoi? Tu l'as dit en premier dans ton interview, c'est la laïcité. Elle a complètement été dévoyée par l'extrême droite, par la droite et par une très grande partie de la gauche radicale. Nos valeurs, c'est l'Europe. Non, mais les socialistes n'ont jamais prôné la désobéissance européenne. Nous devons nous remettre dans le droit fil historique de ce qu'a porté François Mitterrand et Jacques Delors. Voilà, retrouvons cette histoire. Je pense aussi à la décentralisation. Tu disais tout à l'heure les couches, mais nous c'est pareil. On a maintenant des métropoles en plus des régions. Les gens n'y comprennent plus rien. Il faut véritablement une vraie grande loi de décentralisation. Alors on s'attendait à ça. On a eu la loi 3DS qu'on a voté ou pas voté, hein, parce que c'était vraiment extrêmement décevant. Ça ne résolvait absolument pas la tension financière qui pèse sur les collectivités locales. Et maintenant, j'entends la Première ministre, reprise par le Président de la République, qui va supprimer la CVAE, qui va encore alourdir le poids des collectivités territoriales. Je crois qu'il faut aussi travailler, tu l'as dit, ça fait partie d'un bloc, je vais rapidement, parce que je voudrais conclure, sur la répartition des richesses et sur la fiscalité, et particulièrement en se penchant sur les écarts de patrimoine. Là aussi, Stéphane, tu avais commencé à travailler sur ces questions, tu as posé ces questions sur la table. Je pense qu'il faut qu'on en reparle. Il y a bien d'autres sujets, comme le défi climatique, mais on va en parler tout à l'heure. Mes chers collègues, mes chers camarades, moi je crois que ce rendez-vous du 16 juillet, parce que nous sommes nombreux, parce que Stéphane nous met ça en plein milieu d'un week-end du 14 juillet et que nous sommes quand même là, merci, bravo, merci, voilà, parce que nous sommes nombreux à vouloir, ça veut dire, Stéphane, que nous sommes nombreux à vouloir retrouver le chemin du débat, à vouloir remettre à jour notre logiciel et à proposer des solutions aux Français. Alors, je vais vous dire, au moment où je conclus, j'ai bien le sentiment d'avoir plus posé de questions que j'ai apporté de réponses. Mais moi, en ce moment, je suis en plein doute sur plein de points. En tout cas, il y a une chose que je sais, et je finis par là, une chose que je sais, c'est qu'il est temps d'envisager la reconstruction du Parti socialiste, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire de nouvelles propositions aux Français, sinon on ne pourra pas travailler. Face à l'individualisme, face à l'égoïsme qui s'installe dans toutes nos sociétés, on peut s'investir passionnément, comme on a toujours eu l'habitude de le faire au service de nos idées, et on peut lancer aujourd'hui, parce que ça peut commencer aujourd'hui, se lancer dans une aventure collective, celle de la reconstruction d'une grande force. Moi, j'aime pas le mot social-démocrate, à moins qu'on trouve une grande force socialiste et démocrate qui manque tant à notre pays. Et moi, je suis sûre que c'est aujourd'hui que ça commence. Merci Mariette. On a bien compris, Stéphane nous l'a rappelé, que c'était un point de départ, donc on n'attend pas ni des panélistes, ni de l'audience, ni des camarades qu'on ait des réponses à toutes les questions. Mais moi, je note, pour laisser ensuite la parole à Frédéric, que dans les propositions qu'il va falloir que l'on formule, il y faut un peu de radicalité.
On a un problème avec ce concept de social-démocratie. Pour toutes celles et ceux nombreuses ici qui ont fait campagne, que ce soit aux présidentielles ou législatives, vous avez constaté la même chose. Les gens ne veulent plus nous entendre parce qu'on parle une langue morte. Notre langue, elle est morte, elle est inaudible. C'est des concepts qui aujourd'hui ne représentent quasiment plus rien. Donc il va falloir incarner ce plan de réforme, lui mettre de la radicalité, parce que l'heure est radicale. Cazeneuve nous l'a rappelé. La guerre est à nos portes, le prix des matières premières énergétiques s'affole, la crise alimentaire est là. Donc les gens attendent aussi des propositions qui soient à la hauteur des défis. Donc un des grands enjeux pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte, sans être radical dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire vouloir absolument renverser la table, comment est-ce qu'on pose des sujets qui ont été, je vous le dis en tant que simple observateur, mal posés au moment où on a parlé du revenu universel, mais on tenait de l'or, on en a fait de la boue. Au moment où la gauche parle du capital et du travail, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de puissant sur la répartition du capital économique? Qu'est-ce qu'on dit de puissant aujourd'hui sur le fait que il n'y a pas d'autre possibilité pour arriver à répondre aux défis écologiques que de mettre ensemble les entreprises, les collectivités territoriales, l'État et bien sûr l'aiguillon, la mouche du coche que sont les individus, les citoyens engagés. Il faut que la gauche retrouve sur ces questions un discours qui soit fort, engagé, radical. Donc je me tourne vers Frédéric. Le discours radical. Merci Didier. Mes chers amis, à mon tour de m'associer aux remerciements à l'adresse de Stéphane et de tous les militants qui rendent possible ce qui sera, je l'espère, une référence des journées ou la journée d'Arnage. Et que ce point de départ nous amène très loin dans la réflexion et dans l'action. En mesurant la responsabilité qui est la nôtre. Et ce pourquoi nous sommes si nombreux. Je ne dirais pas qu'il y a un vent de fraîcheur dans les débats qui nous animent. Personne ici n'y croirait. Pas même ceux qui nous suivent, et je les salue, sur Internet et YouTube. Et on me dit qu'ils sont nombreux. Cette journée, elle est importante pour donner un signal. Le signal qu'il nous faut tous collectivement rassembler et reconstruire. Sur des bases qui doivent être clarifiées, sur un discours qui lui-même doit renouer avec les racines de ce qu'est la gauche populaire. Je suis très heureux de parler, enfin non pas le dernier, puisque beaucoup de choses ont été brillamment prononcées, mais après Marie-Arlette, parce que je me faisais la réflexion en t'entendant, Marie-Arlette, il y a quelques années, lorsque nous parlions de l'extrême droite, nous parlions du Grand Nord et nous parlions du Grand Sud. Et nos collègues, parfois, avec un peu de commisération, nous disaient « ça doit être dur pour vous d'affronter le Front National ». Et je me souviens, ça n'est pas si lointain, m'être adressé à des camarades et leur dire « mais attention, attention !» Nous avons vu en quelques années comment la désespérance sociale, comment les crises industrielles, comment le bing-bang finalement de l'aménagement du territoire, des références, de l'histoire, du patriotisme aussi économique des territoires, avait amené des couches populaires qui nous étaient acquises, qui nous faisaient confiance, qui s'adressaient à nous, hommes et femmes de gauche, comme détenteurs d'un espoir pour faire mieux, pour améliorer, pour que le lendemain chante. Et comment les crises successives, les plaies industrielles, la perte de confiance, en se disant les enfants verront moins bien que ce que nous avons connu. Le doute, le sentiment d'insécurité. Il ne s'est pas limité à nos belles régions, à ces traditions. Et nous parlons du vote de l'extrême droite. Nous devrions parler, Hélène le sait, des votes de l'extrême droite. Car toutes les digues, un maritime vous parle, toutes les digues, les unes après les autres, et nous l'avons vu, ont cédé face au populisme et continuent à céder. Les digues, c'était les digues régionales, 2 régions concernées. Et nous avons vu progressivement
combien ce cancer de la pensée, de l'action politique, de ce que représentent véritablement les chefs du Front National de l'extrême droite. Je ne dis pas les électeurs, loin s'en faut. Bien souvent, ils nous font confiance aux élections locales. Et pourquoi serait-il bon lorsqu'ils votent pour nous et mauvais lorsqu'ils sanctionnent une politique nationale et le mépris qui, parfois, est le sentiment qu'ils éprouvent. Les digues, elles ont cédé aussi, lorsque l'on pensait que, Hélène, seuls les banlieues, les quartiers populaires, les pauvres, qui ne savent pas raisonner, qui ne savent pas bien voter, comment la stigmatisation électorale de ceux qui, pourtant, ne se réfugiaient pas dans l'abstention. Jean-Christophe a raison, c'est le combat numéro 1, car plus l'abstention est forte, plus l'extrême droite est forte. Et nous devons renouer avec ce réflexe républicain qui est le signe de l'appartenance à la République, de faire communauté, de construire, de s'engager, d'être citoyen tout simplement. Et nous avons vu donc que ça n'était pas que les quartiers. Il y avait les quartiers, avec ce sentiment d'insécurité, avec les 3 I, ce théorème est glaçant, Jean-Christophe. Mais aussi les quartiers environnants, qui eux-mêmes considéraient que le quartier populaire d'à côté était un risque, était une crainte, et votant de concert pour les mêmes personnes. Et puis il y a eu le périurbain. Désormais, Didier le disait, plus de 20 000, 22 000 communes avec le Front National en tête, ça veut dire que le rural, qui pourtant pouvait paraître comme étant épargné de cela, désormais est confronté à cette réalité de l'extrême droite. Les digues ont cédé. Et je m'associe à ce que disait Hélène, en prévention, voire en inquiétude. Si la stabilité parlementaire l'emporte, les prochaines élections seront les élections générales, seront des élections municipales. Méfiez-vous, les amis. Préparez-vous aujourd'hui, dès aujourd'hui, car ce que nous avons vécu successivement sur des départementales, sur des régionales, jusqu'à devoir nous priver d'existence au sein des exécutifs, certes, mais des assemblées régionales, chez toi, chez nous, à perdre le réflexe, l'automaticité du vote de gauche, à force de disparaître du scrutin et de ses enjeux. Une fois parce que nous nous retirions pour faire barrage, une autre fois parce que notre direction nationale avait décidé que les socialistes devaient être mieux représentés que par eux-mêmes, c'est-à-dire par des non-socialistes. On a vu le résultat. Et donc, méfions-nous. Élections nationales, élections régionales, élections départementales. Et pourquoi, malgré la cote de sympathie qui existe pour les maires, qui auront, Jean-Christophe remet cela, recontextualise à dessein, qui auront à gérer la crise qui se présente à nous, qui auront à opérer les difficultés d'un service public qui sera de plus en plus réduit, d'une dynamique fiscale qui n'existe plus, et du surenchérissement de ce qu'on appelle le panier du maire, qui connaît une inflation bien plus forte que le panier de la ménagère. Électricité, gaz, chacun ici le sait. Sur quoi croyez-vous que l'extrême droite va surfer? Sur quoi croyez-vous qu'elle nous attend, nous qui tenons encore? Et on dit toujours, nous sommes assez fiers, que les socialistes sont de bons gestionnaires. Mais nous ne pouvons pas, ou plus, n'être que de bons gestionnaires, y compris localement. Nous devons porter les conditions de ce qu'est le pacte républicain, avec le peuple. Et la force qui est celle victorieuse sortie de ces élections législatives peuvent légitimement glacer le sang. Car lorsque le président de la République, et c'est son principal échec à mes yeux, qui avait fait de son précédent quinquennat comme priorité de faire baisser l'extrémisme, a finalement radicalisé le pays, hystérisé la vie politique, avec non plus un extrême, mais avec 2 extrêmes. Alors nous disons, y compris dans les postures,
ils se sont banalisés. C'est vrai. Ils se comportent mieux, même au sein de nos conseils municipaux, où désormais ils demandent poliment la parole. C'est dire. Nous n'étions pas habitués. Et aujourd'hui, nous ferions fausse route en diabolisant. Car comment pouvons-nous être crédibles, nous, socialistes, en diabolisant, alors même que nous sommes capables de faire la courte échelle à une autre forme d'extrémisme, je parle de l'extrême gauche. Comment diaboliser l'extrême droite lorsque nous pouvons finalement nous contenter, ou même au contraire avoir comme démarche politique d'être dans le suivisme de l'extrême gauche? Ça n'est pas possible. Et donc la question centrale est celle de l'appartenance républicaine. Beaucoup de questions, peu de réponses. Beaucoup de questions, peu de réponses. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons éviter que dans les réponses qui seront les nôtres et que nous allons construire, nous poursuivions dans ce que nous pouvons considérer être un mépris technocratique. Qu'il y ait une forme de bien-pensance. Et peut-être la table ronde suivante pourra peut-être être l'illustration d'un propos nouveau, d'une réflexion nouvelle. Lorsque nous parlons d'une société qui doit réenchanter, nous pensons aussi à la planète et aux actions au plus proche, au quotidien, pour l'environnement. Mais l'environnement ne peut pas être d'entendre pour ceux qui sont dans les quartiers, qui embauchent à 4 heures du matin, qui n'ont même pas de voiture pour aller bosser dans le froid, qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'est une voiture électrique, puisqu'ils n'ont même pas la possibilité d'avoir une voiture au diesel. Que la réalité, elle est celle-ci, que nous sommes en train de parler d'un monde qui déjà leur échappe à bon nombre et qui sera de plus en plus inaccessible à mesure que nous inventerons des modèles qui seront de plus en plus éloignés de la question sociale. C'est un exemple que j'ai sur mon port, à Boulogne, où l'une des explications à apporter aux ouvriers, aux travailleurs, à ceux qui commencent tôt dans les usines de transformation de produits de la mer, à l'heure du Brexit, qui devrait pourtant interroger de ce qu'est la force de l'Europe nécessaire, de l'utilité, de ce qui est leur chance, parce que c'est leur boulot, l'Europe aussi, aux pêcheurs, aux usines, aux salariés de la transformation. 5000 emplois en dépendent. Eh bien, dans ces secteurs, les mêmes qu'ils savent et qu'ils doivent savoir, mais à force de ne pas leur répéter, cette idée ne rentre pas dans l'esprit, que l'Europe est la solution des 5000 emplois qui dépendent des importations des produits de la mer, de leur boulot, des capitaux qui viennent sur les zones portuaires pour créer ce qui est le premier centre européen de transformation de produits de la mer. Que les eaux non mutualisées, ce sont des pêcheurs qui n'auront plus de possibilités de pêche. Que l'Europe bleue, qui était un des fondements de l'Europe, aujourd'hui balayée par un Brexit si mal négocié, et nous en voyons les conséquences tous les jours, et nous le verrons encore dans la renégociation du Brexit, c'est une forme de mauvais film, à épisode, qui donnera rendez-vous, et où l'on voit que, bien évidemment, l'Europe, lorsqu'elle n'existe plus, fragilise, et vient jusqu'à saper la réalité économique des territoires. Alors, nous avons eu des réponses. Là aussi, je parlais de l'écologie, nous allons parler de décentralisation. À nous de ne pas faire que la décentralisation future soit encore une forme de décentralisation qui renforce les grands schémas et qui éloigne donc de la proximité exprimée dans les registres des Gilets jaunes. Que les grandes structures, les grandes collectivités, elles sont nécessaires, mais n'éloignent pas la politique et les décisions publiques. La décentralisation, elle ne peut pas être aussi de permettre aux régions qui s'en sortent le mieux de ne pas être solidaires des quartiers, des villes et des régions qui s'en sortent mal. La décentralisation, elle doit être aussi l'égalité des chances et des territoires. Il faut que nous puissions rebattre les cartes, car nous nous sommes fait piller idéologiquement.
Nous nous sommes fait piller idéologiquement. Et nous sommes en train de faire fausse route en allant sur des chemins qui ne sont pas les nôtres, sur des combats qui ne sont pas les nôtres, et c'est sur des valeurs qui sont bien éloignées des racines du combat social de la gauche populaire. Merci à tous. Nous avons, merci beaucoup Frédéric, nous avons 15 minutes pour donner la parole à la salle. Juste transition pour vous montrer la hauteur du mur auquel nous faisons face. Je vous raconte en 3 secondes une petite anecdote juive. Un petit garçon qui apostrophe un rabbi, il dit « Rabbi, Rabbi, je veux mourir ». « Mourir n'est pas une solution », lui répond le rabbi. « Vivre, Rabbi, alors il faut vivre. Vivre n'est pas une solution. Mais alors que faut-il faire, Rabbi ? Mais qui t'a dit qu'il y avait une solution ? » Voilà, c'est juste la transition pour vous dire que, voilà, vous rassurez, ça remonte à la nuit des temps, cette question, y a-t-il une solution ? Voilà, bon, vous avez la parole. Pardon pour cette... Non, monsieur. Oui. Donc, excusez. Je suis Philippe Kunz. Je suis venu des Hautes-Alpes pour venir. Bah oui. 8 heures de train pour vous parler 3 minutes, mais d'un sujet important qui sont celui de l'attente des territoires ruraux vis-à-vis de la gauche de demain. C'est un sujet que je connais bien parce que depuis 10 ans, je milite, j'allais dire mois après mois, dans le cadre de la Commission nationale agriculture et ruralité, qui s'est beaucoup occupée d'agriculture et assez peu de ruralité. Et je pense que l'un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui est effectivement celui-là. Parce que nos territoires ruraux, ce n'est pas 400 000 agriculteurs, c'est 15 à 20 millions d'habitants, avec des employés, des ouvriers, des cadres moyens, des fonctionnaires territoriaux, des travailleurs indépendants, plein de gens qui rencontrent au quotidien des problèmes que nous, Parti socialiste, ne savons plus intégrer dans les espoirs qu'ils mettent en jeu sur nos territoires. Et je voulais vous le dire parce que c'est important, à l'heure où on parle du combat contre le Rassemblement national. J'ai vécu un peu partout en France, en Haute-Normandie, en Moselle, et maintenant dans les Hautes-Alpes. Il n'y a pas 15 millions de gens qui sont prêts à ouvrir les bras au Rassemblement national. Il y a 15 millions de gens qui cherchent des réponses à des questions qui se posent. Et nous n'avons plus la capacité à porter un projet politique qu'ils reçoivent. Et ça me semble extrêmement important au moment où on veut refonder une politique de gauche dédiée à l'ensemble de nos concitoyens, de pouvoir intégrer cette dimension-là. 15 millions de Français, c'est 3 fois la population du Danemark qui est si à l'honneur actuellement. C'est pas négligeable. C'est le quart de la population et c'est le quart d'une population qui partage pour l'immense majorité d'entre elles, nos propres valeurs, à nous de savoir les incarner, de les porter, et de pouvoir porter ce discours de façon positive et pas clivante, comme on est en train de nous le proposer aujourd'hui. Merci beaucoup de votre témoignage et de votre réflexion. Philippe Dort. Oui, Philippe Dort de Bordeaux. On est venu une petite vingtaine de la Nouvelle-Aquitaine avec Martine Pinville. Voilà. Bon. Simplement, tu as fui les flammes, Philippe. Simplement, chers amis, chers camarades, merci à Stéphane et à tous les amis qui ont organisé cette manifestation. Effectivement, je crois que fin juin 2022, nous avons vécu un moment historique. Sans s'en rendre compte, nous avons vécu le 2e assassinat de Jean Jaurès. Nous avons vécu le 2e assassinat de Jean Jaurès par une sorte de Jules Guesde réincarné, par Jean-Luc Mélenchon, avec comme porteurs de flingues les amis même de Jean Jaurès, qui devraient être représentés par les socialistes qui ont fait l'accord avec la NUPES. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra certainement ne jamais oublier. Oui, Jean Jaurès
et je suis d'accord avec toi, Arlette, socialiste. Je n'aime pas le mot, le vocable social-démocrate. Je rajoute toujours français. Social-démocrate français, parce que ça nous donne quand même une petite différence avec la social-démocratie anglo-saxonne, qui est un peu aussi différente. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette réalité que si le Parti socialiste, ou les socialistes en sont où ils en sont, c'est parce que ces dernières décennies, ils ont été feignants. Ils ont été des héritiers qui ont simplement utilisé leur position pour vendre les bijoux de famille, dont il ne reste quasiment presque plus rien. Et c'est quoi les bijoux de famille chez nous? C'est la doctrine, ce sont les fondamentaux, qui sont tous issus, ces fondamentaux, du siècle des Lumières, mais aussi de tout ce qui étaient les socialistes utopistes de la première moitié du XIXe siècle. Ces fondamentaux, ils ont toujours été retravaillés au cours du XXe siècle par Jaurès, par Léon Blum, par François Mitterrand, par Mendès France, par Michel Rocard aussi, et d'autres qui avaient des vraies idées différentes parfois sur ce qu'était la social-démocratie et le socialisme au moment où ils avaient à le travailler. Depuis 30 ans, 40 ans, il ne se passe quasiment plus rien sur ce sujet-là. Et donc nous, ici, réunis, notre travail, avant de faire des propositions, parce que c'est toujours compliqué, et vous allez voir que ce sera encore plus compliqué, c'est que nous devons redéfinir la doctrine, et Jean-Christophe Cambadélis l'a bien dit, la doctrine qui est la nôtre depuis ces années-là, qui doit être mise à jour pour coller à la réalité du XXIe siècle. La doctrine, c'est qu'est-ce que c'est que la laïcité pour un social-démocrate français aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le travail pour un social-démocrate français aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Qu'est-ce que c'est que la redistribution des richesses pour un social-démocrate français aujourd'hui? C'est pas ce que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, c'est différent. Et une fois que la doctrine sera travaillée, nous aurons à travailler le récit. Et c'est ce qu'ont bien travaillé les extrêmes. Mais le récit des extrêmes, il est simple à décliner. Pour les uns, on prend aux riches pour donner aux pauvres. Tout le monde comprend ça. Hein. Et puis pour les autres, on supprime les étrangers, on les envoie dehors, et puis il y aura du logement et du travail pour les Français. Eh bien ça, c'est pas compliqué à expliquer. Et on fait appel au cerveau reptilien sociétal, qui est en train de reprendre le dessus sur le cerveau reptilien de l'acquis de la société, qui est en train de perdre cet acquis républicain qui était le nôtre depuis des décennies. Eh bien, il faut que nous ayons, nous aussi, un récit. Et un récit, on doit y mettre, et tu as raison, hein, Didier, une part de rêve possible. D'aller de l'idéal en tenant compte du réel. Y mettre, bien sûr, une part de rêve possible, tout en indiquant que le quotidien et le réel est difficile. Et ce récit, à un moment donné, quand nous le tiendrons, il faudra qu'il soit incarné. C'est comme ça que ça se passe depuis la nuit des temps. Il y a toujours des gens qui ont incarné une pensée collective, sinon ça ne marche jamais. Et il va falloir que tous les grands responsables qui sont dans notre sensibilité, que nous représentons aujourd'hui, eh bien travaillent même une introspection sur eux-mêmes, pour savoir qui, à un moment donné, sera la personne la plus à même de porter ce récit et de nous amener progressivement à une recrédibilisation eh bien, de la doctrine socialiste ou social-démocrate français auprès du peuple de notre République. Et viendra à la fin le programme. C'est à la fin que vient le programme. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen et ceux qui ont voté pour la LFI ont lu les programmes? Non, ils ont entendu les récits surtout. Voilà, c'est ça les jeunes n'ont pas lu le programme, mais ils ont vu, par exemple, sur l'écologie, que Jean Covici avait dit que c'était le meilleur programme écologique d'un point de vue technique. Absolument. Et ça les a rassurés. Ils se sont dit, si c'est le meilleur, les jeunes ont voté pour Mélenchon. Exactement. Donc c'est le récit. C'est le récit. Et donc une fois que nous aurons cela, nous allons être confrontés à une double contrainte. La première contrainte, c'est qu'avant qu'il y ait ce récit, avant que nous tenions notre socle de doctrinaire, il va falloir que nous répondions à des problématiques immédiates et qui vont
et qui sont rattrapés par l'immédiateté aujourd'hui par les nouvelles problématiques, la guerre, l'énergie, tout le ravitaillement, etc., qui inquiètent nos contemporains, et puis bien sûr les gens qui souffrent aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut répondre, et ça c'est compliqué. Et puis la deuxième contrainte, eh bien, c'est d'avoir ce récit prêt pour les élections fatales, fatidiques en tout cas, des élections présidentielles de 2027. Parce qu'on fait confiance à nos élus locaux. Il y a Stéphane ici avec sa métropole, Rousset, Delga, enfin nous avons des quantités d'élus, de grands élus qui font au quotidien un travail digne de la social-démocratie française, et on n'en parle pas assez. C'est pour ça qu'à mon sens, le socle sur lequel nous devons travailler pour revoir cette doctrine doit travailler sur une nouvelle décentralisation telle que nous la vivons. La route sera certainement très longue, semée d'embûches, mais je pense que c'est exaltant. Et donc, c'est un moment historique pour nous, parce que si, à notre petit niveau, nous sommes les pionniers de la nouvelle social-démocratie française entendue par le peuple de France, eh bien, c'est exaltant. Merci Philippe. Avant de céder la parole au prochain, juste, Philippe, sur l'idéal et les contraintes du réel qui est têtu, ce qu'on a vécu avec la pandémie et ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise énergétique sont de nature, le quoi qu'il en coûte, à semer le trouble dans l'esprit de nos contemporains. En fait, il n'y a pas de limite, on nous a menti. Entre l'idéal, tout est possible. Et ça aussi, pour une gauche moderne, ça va être un facteur à intégrer. Comment est-ce qu'on explique qu'au fond, finalement, tout est possible, alors qu'on n'a pas arrêté de dire, en tant que bon gestionnaire, qu'on allait redistribuer, comme l'a dit Bernard, une fois qu'on aurait fait la croissance. Mais les gens, ils ne sont pas fous, ils ont vu que l'argent tombe du ciel. Mais pourquoi les socialistes ne trouvent pas des solutions pour qu'on mobilise cet argent qui est quelque part dans les nuages ? Bonjour. 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 Là. Je vois pas. Moi, je voudrais simplement... Non, allez-y. Bonjour. Je voudrais simplement dire que je suis très heureux d'être là. Il y avait des jeunes qui voulaient prendre la parole. Je ne suis pas un socialiste. Bon, vous êtes d'autant plus le bienvenu. Je suis un élu de la ville du Mans avec une sensibilité qui s'appelle communiste. Mais que je ne partage absolument pas l'opération mélenchoniste sur cette gauche dite radicale. J'ai soutenu et j'ai même fait campagne pour Roussel, et à l'arrivée, j'ai l'impression d'être trahi une nouvelle fois, puisque dans les mains de Mélenchon. La première chose, je voudrais dire que ce qui manque au peuple, c'est le débat. Le débat est confisqué par ceux qui savent. Et comme il y en a plein qui savent, le reste ne sait pas, et de temps en temps prend des brides comme ça et se forge une opinion sur ce qu'il a pu entendre à la télé ou sur un marché, mais sur la construction de la réflexion pour arriver à une détermination politique et un engagement sur des idées, on a beaucoup de chemin encore à faire, ou en tous les cas à refaire. C'est vrai que social-démocratie, ça s'explique. Moi, au contact de Stéphane en ce moment, mais de d'autres avant, la social-démocratie, pour moi, c'est effectivement entendre, écouter, proposer. Dans un contexte politique international, et quand j'entends ceux qui condamnent l'Europe et qui disent qu'il faut la désobéissance, c'est contre nature. Les Verts qui ajoutent, on est contre la désobéissance dans la légalité. Il faudra quand même qu'on nous explique ce que ça veut dire. Voilà. Mais donc voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être là et de participer à un débat de réflexion. C'est important. Et l'hégémonie de LFI sur cette gauche est un déni de démocratie. Et ça, je peux pas, moi. Je peux pas, comme militant, dans le temps on disait militant ouvrier, entendre ça. Je ne me suis pas battu pendant des années pour entendre ça. Et donc, j'ai milité, je milite encore avec des socialistes. Je vous garantis que ça ne me file pas de bouton, bien au contraire. Et quand j'ai vu que le Parti socialiste, enfin en tous les cas ceux qui sont dans cette salle, avaient pris du recul dès l'accord de l'ANUPS, un accord à une vitesse extraterrestre, c'est incroyable ça, eh bien ça m'a plu, j'ai regardé et je me suis dit,
Il faut participer à cette réflexion. Et n'oubliez pas que dans la social-démocratie, pour pouvoir la faire vivre, il n'y a pas que des socialistes qui peuvent arriver à ça. Vous employez à juste titre le terme de la gauche populaire, et je crois que je suis un de ceux qui sont dans cette gauche populaire. Écoutons les quartiers. Écoutons les quartiers. Les quartiers ne sont pas non plus à l'extrême gauche, comme certains voudraient nous le faire croire. La NUPS, enfin LFI, est complètement absente des quartiers. Hein. Ils réfléchissent à leur politique dans un bureau, ils attendent que le chef cause ou écrive, et à partir de là, ils se déterminent pour nous inonder de phrases toutes faites, de solutions toutes faites, alors que tout ça, ça se construit. Je suis encore, par rapport au capital, franchement, il y a encore des choses à faire, mais sur la redistribution, il faut la travailler. 2023, le 22 ou 23 juillet 2023, ça sera les 40 ans de la décentralisation avec la responsabilité des départements. Je pense qu'une des tâches qui nous incombent tous ensemble, c'est de travailler effectivement sur la décentralisation pour que les pouvoirs de décision soient beaucoup plus près du citoyen en tant que tel. Je ne voudrais pas être long parce que ma camarade derrière arrête depuis un moment, dit « cours, cours, cours ». Donc je vais être court. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Bonjour. Bonjour, Xavier Brunjvic du Calvados et des Hauts-de-Seine. Je suis un polyamoureux et on est une petite quinzaine là, des Hauts-de-Seine à être venus aujourd'hui. Parmi toutes les questions qui ont été abordées, toutes sont évidemment essentielles. Il y en a une à laquelle moi j'attache une importance particulière, c'est celle de la question économique. Alors c'est pas forcément la plus sexy, mais je pense qu'elle est d'autant plus importante qu'elle est très structurante et qu'elle conditionne beaucoup d'autres questions. On l'a bien vu pendant le quinquennat Hollande, ce qui a profondément fracturé le Parti socialiste, ça a été le rapport à l'économie. Et quand on a fait le CICE, le pacte de responsabilité, etc., c'est là que les frondeurs ont émergé parce qu'ils considéraient que le Parti socialiste ne pouvait pas avoir une politique de l'offre et ne pouvait pas se mettre à défendre la compétitivité des entreprises, alors même que c'est la création de richesse qui permet également de redistribuer de la richesse. Et donc, quand on dit aujourd'hui que le Parti socialiste et que Olivier Faure n'ont pas travaillé, je dirais que c'est un peu plus compliqué que ça. Il a un peu travaillé, un petit peu. Le problème, c'est qu'il n'a pas tranché. Et cette question du rapport à l'économie, qui est excessivement structurante, qui conditionne tout le reste et qui nous a fracturés, n'a pas été tranchée. Et moi, c'est notamment ça que je reproche à Olivier Faure. Est-ce que le Parti socialiste, aujourd'hui, assume la politique de l'offre ? Est-ce qu'on assume de vouloir un tissu industriel productif qui soit compétitif par rapport à nos concurrents européens ou étrangers? Et tant qu'on n'aura pas tranché cette question, je pense qu'on aura du mal à avancer. Et en plus, c'est là on parle de social-démocratie, mais il est là le rôle de la social-démocratie. Comment s'est-elle construite historiquement, la social-démocratie? C'est sur sa capacité à instaurer un rapport de force entre le capital et le travail. C'est ça l'histoire de la social-démocratie. Il y avait des mouvements ouvriers, il y a des syndicats, il y a eu des grèves, il y a eu des mouvements pour peser face aux excès du capitalisme. Et politiquement, il y a des partis sociaux-démocrates qui ont réussi à transcrire dans la loi, voilà, les 39 heures, une semaine de congés payés, les congés payés, etc. Mais aujourd'hui, la difficulté à laquelle on fait face, nous sociaux-démocrates, c'est que la social-démocratie et sa capacité à agir, donc à instaurer un rapport de force entre le capital et le travail, elle a été percutée par deux phénomènes absolument majeurs qui nous rendent quelque part impuissants. En tout cas, qui donnent le sentiment que nous sommes impuissants. Ces deux phénomènes majeurs qui ont percuté la social-démocratie, c'est d'abord la mondialisation. Avec la mondialisation, le capital, il peut dire « Ah, vous m'emmerdez, vous voulez instaurer des règles, vous voulez m'imposer les 35 heures, les 32 heures, me taxer davantage, pas de problème les gars, je me casse, je délocalise. » Comment nous, sociaux-démocrates, allons-nous être capables de penser la mondialisation? Évidemment, il y a des solutions. Le multilatéralisme, la construction européenne, bien évidemment. Et c'est pour ça que pour moi, je considère que l'Europe, c'est la solution, c'est pas un problème. Mais il faut qu'on soit en capacité de peser à nouveau dans l'arbitrage capital-travail et de trouver de nouveaux moyens d'y parvenir. Deuxième phénomène qui a percuté la social-démocratie, c'est... Ok. On voulait juste terminer le deuxième facteur. Bah, c'est l'écologie et comment la social-démocratie, qui a toujours été productiviste, est capable de
d'intégrer dans son logiciel l'écologie. Voilà 2 questions importantes à laquelle il faudrait qu'on réfléchisse collectivement. Je pense que dans nos travaux, ça nous éclairerait. Pardon, je ne me rends pas compte que j'étais trop long. Merci beaucoup. Merci. Allez, place aux jeunes camarades. Jeune homme, oui. Place aux jeunes. Voilà. Bon, les camarades, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que je ne monterai pas sur la scène? Allez. Ah, allez, on y monte. Allez, on fait un mini-show, un one-man show, maybe. Comment allez-vous, les camarades? Non, dites bien, s'il vous plaît, un peu. On essaie d'être ambitieux, quand même. Bon, allez, on va pas faire de l'humour, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de très concret. Mes camarades, où sont les jeunes? Regardez autour de vous, réfléchissez, où sont les jeunes? Non, mais je sais bien qu'on est tous jeunes dans la tête. Mais regardez. Bon, non, les camarades, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais m'expliquer. Je suis un peu provoque, excusez-moi, mais il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont déserté le Parti socialiste et que nous le constatons tous aujourd'hui dans nos sections, dans nos fédérations. Il est très compliqué aujourd'hui de faire adhérer des jeunes au Parti socialiste. Il faut se remettre en question. Il y a des choses qui fonctionnent et il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas au Parti socialiste, nous devons le voir, et sans la jeunesse, nous ne réussirons jamais, je vous le dis bien, jamais, à reprendre un jour des responsabilités au niveau national. C'est la jeunesse qui aujourd'hui nous porte, et aujourd'hui c'est la jeunesse qui n'est plus avec nous. Alors mes camarades, si nous voulons que le Parti socialiste puisse renaître un jour, si nous voulons qu'une autre structure puisse renaître un jour, il nous faudra les jeunes. Alors c'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui être innovants, il nous faut aujourd'hui changer ce que nous faisons déjà. Je m'adresse à tous nos élus, camarades, élus, communiquez sur ce que vous faites, parce que vous le faites bien. Vous changez la vie des gens. Vous changez la vie des gens, mais aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Et quand, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple, à vrai dire. Dernière législature à l'Assemblée nationale, les députés insoumis sont 15. On n'est plus d'une trentaine. On n'entend parler que des députés insoumis, ce n'est pas normal. Et ça s'applique peut-être aussi même pour nos sénateurs. Vous devez communiquer, vous devez porter notre voix. Vous devez être nos porte-parole. Si vous ne l'êtes pas, les gens ne parleront pas de nous. Vous êtes aujourd'hui notre espoir et nous comptons énormément sur vous. Alors, s'il vous plaît, les camarades, communiquez, portez notre parole, nous en avons grand besoin. Et ensuite, je vais revenir sur les jeunes. Invitez des jeunes. Regardez, ils sont là, applaudissez, les camarades jeunes. Ils sont là, mais ils ne sont pas sur scène. Et nous avons besoin d'eux pour penser le monde de demain. Et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, enfin je l'espère, parce que sans eux, le Parti socialiste perdra sa flamme. Le Parti socialiste, la rose fanera, et je ne suis pas sûr que c'est ce que nous souhaitons. Alors mes camarades, faites confiance à la jeunesse, faites participer la jeunesse, et surtout, vive le Parti socialiste, vive le socialisme. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane, est-ce que tu veux qu'on rende l'antenne ou on prend une dernière question? Est-ce que je peux alors, la parole à des femmes. Je suis désolé, je n'ai pas prévu de transition immédiate. La parole aux femmes. Alors a priori, je ne suis pas assez épaisse, on ne m'avait pas remarqué. Bonjour les camarades, merci. Je vais prendre juste 2 secondes. Moi, je suis une enfant de l'éducation populaire. J'ai grandi dans un quartier industriel du Poitou. On m'a beaucoup parlé de l'ascenseur social, sauf que j'ai vu beaucoup de déterminisme social, puisque les gens de quartier et les gamins de quartier comme nous, la seule voie, c'était le lycée professionnel. J'étais assez rebelle et assez imaginative pour échapper à ce déterminisme, mais et en comprenant que très vite, c'est pour ça que je défends l'éducation populaire, que c'est aux structures de s'adapter à moi et pas l'inverse. À partir de là, j'ai travaillé dans ce champ-là et je me suis heurté à l'administration bien évidemment, même si aujourd'hui je suis élu, je bosse et je finis pas les mois. Donc faut pas croire que il faut être, je suis fille d'ouvrier, mais ça touche toutes les classes. Toutes les classes sont en difficulté et l'idée là, c'est de trouver un équilibre entre le présent, puisqu'il faut stabiliser le présent, il faut être visible comme le disait Loris, mais il ne faut pas que de la jeunesse, il ne faut pas que des vieux, il faut l'intergénération. Moi, sans les anciens, ça veut dire qu'ils sont périmés, on les sort, et les jeunes n'ont pas l'histoire, et du coup, mais il faut pouvoir se respecter les uns les autres et assumer le fait qu'un jeune est autant révélateur de créativité, d'invention, et nous remettre en cause face à cette logique-là. Donc il faut l'intergénérationnel. Je ne suis pas pro-jeune, je ne suis pas pro-vieux, mais je suis pour les deux. Il faut impérativement garder cette mixité, elle est impérative.
Voilà. Et donc, l'éducation populaire, c'est ça. C'est comment on adapte les structures aux personnes. On parlait de dignité, de j'existe, j'accuse la société de nous avoir trahis. Trahis dans toutes les couches de la société. Et pas seulement le Parti socialiste. On pourra me refaire l'histoire. On m'a volé une partie de mon histoire. Je suis venu vers le Parti socialiste et non pas vers le Parti communiste, comme un des camarades a très bien parlé tout à l'heure, parce qu'il y avait une différence au niveau de la justice sociale. J'y ai cru, j'y crois encore. Je me bagarre tous les jours sur le terrain. Je rends visible. Des jeunes viennent dans ma section, parce que je suis secrétaire de section dans un petit village, enfin une ville, ouais, Bègle, de Bordeaux. Alors, on est 30 000, c'est pas... Mais je défends le milieu rural, j'y habitais aussi. Voilà, donc tout ça pour dire, il faut stabiliser le présent, écrire le récit, tout en stabilisant le présent, rendre visible ce qui doit l'être et affronter les choses. La laïcité, la fraternité, je rajoute la sororité, c'est pas un vain mot, mais ça n'a plus d'histoire dans notre histoire. Donc plus on fera ces vols-là, plus on parlera à la place des autres, plus on fera des échelles de valeur en disant « lui, il vaut moins que moi, donc je parle à sa place », et ça s'appelle du néocolonialisme, je tente le terme, plus on sera dans cette démarche-là, et moins on garantira l'agglomérat diversifié et cette richesse qui fait cette diversité. Il faut croire dans chacun et chacune d'entre nous. Bien sûr qu'il faut des leads, mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Et souvent on est frotté, on est confronté aux égos des uns et des autres, qui oublient d'où ils viennent, et qui oublient les militants et les militantes que nous sommes, et qui les avons portés. Et avec des réponses pourries du style « t'es pas content, tu sors du parti », t'es pas content, il y aura d'autres personnes à ta place. Mais quelle insulte à l'histoire, quelle insulte. Donc, dans toute cette démarche de travail, de mémoire qui est importante, il faut stabiliser le présent, rendre visible le présent et travailler à l'avenir. Si on ne consolide pas ce qui est aujourd'hui, aller au front et parler de sécurité, d'insécurité, nous on a 2 députés RN, ça s'est jamais vu en Gironde, jamais. On est bouleversé. Donc on ne peut plus... Exactement, c'est pour ça que la Gironde brûle en ce moment. Enfin non, les pauvres, on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien. Mais voilà, donc rapidement, tout ça pour dire, on ne peut pas écrire la suite si on n'est pas capable de regarder le présent et de dire ce qu'on a fait de bien. Il y a eu des choses bien, comment ça se fait que ça s'est cassé la gueule? Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi on a été frotté? À l'immobilisme technocratique dont vous parliez tout à l'heure et à l'ego de certains. Parce qu'il y a des dispositifs qui ont fonctionné et qui ont mis en lumière certaines personnes, et ces personnes ont oublié les personnes qui en ont bénéficié. Donc il faut arrêter de tourner en rond, il faut stabiliser le présent, montrer, marquer notre présence sur le territoire à travers des débats, et même sur les territoires RN, c'est ce qu'on va faire demain, on sera sur ces lieux-là, pour montrer notre existence et le combat qu'on mène, tout en écrivant le récit qui va réenchanter. Sinon, on n'emmènera pas. Et dans ma section, j'ai des jeunes qui rentrent, juste pour le dire. Merci. Pardon. Juste un mot de réponse. Mes camarades, c'est une question, mais c'est une affirmation. Ne soyons pas enfants de cœur. Ne soyons pas enfants de cœur. C'est-à-dire, en gros, combien de socialistes n'ont pas été votés? Combien? Regardons l'absentéisme, l'abstention. Quel choix, dans certains territoires, ils avaient? Et quand il y a un groupe de France Insoumise de 85 députés, eh bien moi je dis que ces députés-là vont s'installer. Je ne suis pas naïve, je sais qui est Corbière. Je ne suis pas naïve, je sais qui est Bompard. Je ne suis pas naïve, je sais qui est Mélenchon. Sont-ils véritablement démocrates? Non. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des machines de guerre. Donc ne réfléchissons pas trop longtemps, les sociodémocrates. Ne réfléchissons pas trop longtemps avant qu'on nous pique nos collectivités territoriales. Parce qu'en effet, nous savons gouverner. Avant qu'on nous pique nos mairies, parce que nous savons gérer. Ne restons pas trop longtemps naïfs. Soyons, nous aussi, décidons, maturons, mais vite! Est-ce qu'il y a encore de la place pour une intervention ou pas? Pour une intervention, s'il vous plaît, depuis le début. On doit vraiment s'il vous plaît. Laisser la place pour la deuxième table ronde. On fait encore 5 minutes, on peut écoutez, non
Je Non, mais voudrais là, est-ce qu'on peut prendre intervenir encore des questions? depuis le début. Non. S'il vous Bon. plaît. On laisse Hélène. Une question et rapide. Jean-Christophe. Non, mais s'il y a quelqu'un. Moi, je pensais que les questions étaient finies, donc je voulais dire un petit mot, mais si quelqu'un a une question, je lui laisse plutôt la parole. vu que J'ai déjà une parlé. question très rapide et je Vas-y, voudrais prendre la parole, camarade, s'il vas-y. vous plaît. J'ai un micro là, ici aussi. Je demande la parole, s'il vous plaît. D'accord. Donc on a encore 5 Alors moi j'ai une question, je voudrais réagir sur l'intervention de Jean-Christophe. Parce que Jean-Christophe, je suis là au milieu. Jean-Christophe nous a mis en garde contre le danger de l'extrême droite. Et je voudrais qu'on ne tombe pas dans ce piège de la diabolisation. Parce que je ne crois pas qu'en 2022, la majorité, ou en tout cas la totalité des électeurs de Marine Le Pen soient des électeurs de l'extrême droite. Et ce serait trop facile pour nous de nous amender en pointant du doigt le danger, même s'il existe. Je ne le sous-estime pas. C'est avril 2002 qui m'a engagé dans ma vie de militant, donc je ne le sous-estime absolument pas. Mais attention, nous avons déçu. Et quand on regarde les résultats dans les territoires ultramarins, Mélenchon a fait un carton au premier tour, au deuxième tour, c'est Marine Le Pen qui a fait un carton. Est-ce qu'on peut mettre un signe égal entre les deux? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a un vote de colère. Et comme l'a dit Hélène tout à l'heure, et ça me paraît très important, les droits sociaux que nous avons construits, nous la gauche, petit à petit se sont vidés de leur substance. Et donc, on doit sortir de l'incantation, même si malheureusement, dans une campagne, il faudra être sur les idées, pour s'appuyer et mettre l'accent sur la réalité des choses. On parlait d'égalité réelle, ça fait longtemps qu'on en parle dans ce parti. Dans quelle mesure les droits sociaux que nous avons promus se réalisent concrètement dans la vie des gens? Et autre point, le sujet de demain, pour que écologie rime avec justice sociale, c'est en quoi nous déclinons l'écologie. Ça fait 10 ans que l'écologie fait partie de notre déclaration de principe, 10 ans qu'on a accolé le mot écologie au mot socialisme dans notre logo. À quel moment nous avons décliné ces thèses-là? On s'est fait griller la priorité par Mélenchon et LFI. Il est temps que nous ne laissions plus l'écologie soit à LFI, et encore moins à Europe Écologie Les Verts, qui, table ronde numéro 2, l'écologie. Qui à chaque nouvelle victoire se croit le nouveau représentant dominant de la gauche. Oui. Voilà, je voudrais intervenir. Oui. Ah bah non, c'est pas possible. Deux éléments très rapides. Je travaille dans une collectivité territoriale et je pense qu'on ne mesure pas assez ce qui est en train de se produire entre l'inflation qui augmente, l'augmentation du point qui est quelque chose de très très bien pour les fonctionnaires, mais il va y avoir un vrai effet de ciseau pour les collectivités territoriales. Moi je travaille dans une commune de 66 000 habitants, c'est 3,5 millions d'euros à trouver pour 2023. 3,5 millions d'euros, ce sont des coupes. Avec la difficulté, c'est que si nous ne trouvons pas ces 3,5 millions d'euros, nous ne serons pas en capacité de faire les investissements pour justement faire la transition écologique. C'est un vrai débat. Et c'est un vrai débat, d'autant que ça va être un grand cri dans le silence pour les socialistes que nous sommes, étant donné que la LFI n'a pas d'élus territoriaux, et donc va, à mon avis, passer complètement à côté de ce débat, sans compter que je pense qu'un certain cynisme les fera penser que mettre en difficulté un certain nombre de maires socialistes, ça pourrait les arranger pour les prochaines municipales. Donc ça, c'était le premier point. Je rajoute à cela le fait que ça veut dire qu'on va couper dans des politiques publiques et qu'on sait très bien qu'il y a une corrélation nette entre la perte des services publics et l'augmentation du vote pour le Rassemblement national. Et une petite ouverture pour la table ronde suivante. Je pense que le plus gros problème que nous avons quand on parle d'écologie, c'est que nous ne posons jamais la question qui est que elle est anxiogène, cette question. Elle est anxiogène pour tout le monde et elle est anxiogène pour les couches populaires. Elle est anxiogène parce qu'ils voient bien que le bouleversement climatique est là, mais on n'a jamais dit quel modèle de société, qu'est-ce que c'était la société d'après. Le socialisme, au 19e et au 20e siècle, il a donné une trajectoire au capitalisme en disant nous allons le corriger. La transition écologique, nous disons il faut la faire. Pour quelle société? Frédéric Cuvillier le rappelait, c'est très sympa la voiture électrique, mais quand pour les gens à qui nous nous adressons et les gens pour qui nous combattons,
ne sont pas en mesure soit d'en avoir une, soit de faire continuer leur vieille bagnole diesel. Une voiture électrique à 30 000 €, je vous garantis que c'est le cadet de leurs soucis. J'ai juste une doléance. J'ai juste une doléance. Nous aussi, des Bouches-du-Rhône, on est 13, donc comme le Bouches-du-Rhône l'indique, et un collègue veut absolument prendre la parole. Je vous en supplie. Ils se sont levés à 4 heures du matin. Mais pas de souci, je pense. Et je serai très bref, du coup. Si Marie-Arlette, on va enfin pouvoir prendre la parole et de dire, on s'est levé à 4 heures du matin pour venir débattre avec vous et porter la voix des Bouches-du-Rhône, Marseille, Martigues, Châteauneuf-les-Martigues, nous sommes une petite dizaine. Alors je vais essayer de faire extrêmement court. Nous sommes arrivés et donc on a été extrêmement bien accueillis et on remercie donc tous les organisateurs et on a été accueillis par des gilets jaunes. Donc on s'est dit qu'il y aurait sans doute quelque chose sur les cahiers de doléances et on a été servis et merci de cette synthèse qui est vraiment un matériel très intéressant et vivant à exploiter. Ensuite, ces gilets jaunes nous ont dit qu'il y avait les 24 heures du Mans et qu'il y avait un fameux virage à Arnage. Et donc je me suis dit là que c'est bon signe que ce débat que nous allons avoir et de ces discussions, ce virage à gauche, que tant espèrent, en tout cas moi je l'espère, ça va prendre effet. Et je rentre dans cette salle et je vois, imaginons la gauche de demain, je dis bon là nous y sommes. Alors, pour vous dire, et je vais être bref, je partage tout à fait les analyses qui ont été faites, en particulier celle aussi de Jean-Christophe sur le danger du RN qui nous menace, et puis de Marie-Arlette, de tout ce qu'on ne doit pas faire et tout ce que nous sommes et nous ne sommes pas. Et moi, je vais vous dire, je suis un militant socialiste, simple militant socialiste, depuis maintenant près de 35 ans. Et j'étais fier d'être socialiste, fier de ce que nous avons fait, fier de nos élus, hein, en particulier de ce qu'a fait Mitterrand, de ce qu'a fait François Hollande. Et là, je dois vous dire que je ne m'y retrouve plus. Je ne m'y retrouve plus. Cette alliance avec la NUPES, ça a été dit ici et là, c'est une alliance contre nature. Et Jean-Christophe se demandait les abstentions. Moi, je peux vous le dire, les abstentions. Pas toutes les abstentions, évidemment, mais un certain nombre. Ce sont les nôtres. Ce sont ceux qui votaient pour nous, pour ici, pour ces élus ici, dans cette salle. Ce sont ceux-là qui se sont abstenus. Alors, ce sont des proches, des camarades, des gens qui me connaissent et qui ne savent plus où ils sont. Donc, la question, elle est simple. C'est Olivier Faure qui a le pouvoir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? On continue avec la NUPES et dans ce schéma dont je ne me reconnais plus, ou est-ce qu'on invente autre chose ? Alors ce virage, quel est-il ? Qu'est-ce que c'est ce virage ? Est-ce que virage il y a ? Merci. Oui, quelques camarades, et du coup ça me permet de faire la transition parce que je voulais réagir suite aux propos de celles et ceux qui parlaient du Parti Socialiste, même si ce n'est pas un rassemblement uniquement, et Stéphane l'a voulu ainsi, et c'est normal, la volonté de faire travailler toute la gauche, puisque nous sommes nous aussi attachés à l'union de la gauche. Malgré tout, nous sommes aussi attachés à notre Parti socialiste, et il semble inconcevable qu'il puisse être ainsi capté par un petit clan qui aujourd'hui a décidé de le faire disparaître en reniant toute notre histoire, y compris celle la plus récente des socialistes aux responsabilités, et qui a pu dire dans des instances que lorsque nous avions perdu tout contact parce que nous gérions, tout contact avec le peuple, parce que nous gérions des collectivités et que nous étions devenus que des gestionnaires. Moi, je ne rougis pas du fait de gérer parce que c'est compliqué d'être au quotidien, mais que c'est aussi notre façon d'être et de vouloir être, c'est de dire pas simplement être une gauche de protestation. Nous rêvons, nous avons des utopies, et puis nous essayons de changer la vie des gens maintenant, pas dans un idéal dans 50 ou 60 ans, parce que les gens ils souffrent maintenant. Et donc, nous allons rentrer pour le Parti Socialiste, donc je m'excuse pour celles et ceux qui ne sont pas PS de ce petit moment politique interne, nous allons rentrer dans une phase de congrès. Et moi, j'invite celles et ceux qui ont leur carte au Parti Socialiste à la garder, parce qu'il nous faut aussi mener cette bataille interne.
La réflexion, on l'a dit, il faudra trancher des débats, mais il faut aussi que nous récupérions l'outil qui nous permette d'être un outil de transformation à l'appui des idées que nous allons faire prospérer, débattre aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et donc c'est un vrai appel que je lance à toutes celles et ceux qui ne veulent pas abandonner la partie, celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Nous restons au PS, nous menons aussi cette bataille interne et nous reprenons notre parti pour lui redonner cette ligne social-démocrate à la française, cette ligne de socialiste qui n'aurait jamais dû abandonner. Voilà. Je vais être très très court, mais je voudrais faire 3 petites précisions. La première, c'est que je ne confonds pas le Rassemblement national, ses dirigeants, et les gens qui votent pour le Rassemblement national. Mais souvent, l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et même à tous les coups, en trompant ses propres électeurs. Et c'est ça le national-populisme auquel nous assistons aujourd'hui. Deuxième indication, n'enterrez pas la social-démocratie trop vite. La social-démocratie en France n'a jamais existé. Parce que nous n'avons jamais eu de liaison entre le Parti socialiste et les organisations syndicales. Notre social-démocratie, elle est par les municipalités et le mouvement associatif. Réfléchissons, si nous voulons avoir un récit, ce qu'est la social-démocratie, ce qu'est l'art du compromis dans les sociétés complexes dans lesquelles nous sommes. Et si nous voulons avoir une véritable transformation sociale de la société, ce n'est pas par le populisme de gauche que nous pourrons l'avoir, c'est par une radicalité médiatisée par la voie parlementaire. C'est ça la social-démocratie. Enfin, troisième élément, je crois que nous pourrions avoir un début de travail en commun sur ce qui a été dit par nos amis administrants des collectivités locales. Je crois, mes chers camarades, que vous devriez prendre une initiative au niveau de l'ensemble des collectivités locales, parce qu'il n'y a que vous dans les collectivités locales, pour dénoncer dès maintenant l'étranglement des collectivités locales et le refus de vous mettre dans le choix entre le social, ce que vous avez investi dans le domaine social, et l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Nous sommes passés du quoi qu'il en coûte à qui doit payer, et le gouvernement veut faire payer aux collectivités locales. Vous le refusez, vous le dites tous ensemble, et on crée un mouvement. À partir de là, c'est la première marche de la remontée de la gauche social-démocrate.